Pépito me dit, la FFF et son très frileux président ne devrait-il pas intervenir et prendre position dans cette énième crise des droits TV en mettant Vincent Labrune sur tutelle, surtout qu'Olas a déjà recontacté Canal+. Oui, mettre Labrune sous tutelle et après c'est bien gentil de le mettre sous tutelle, mais dans ce cas-là, il faut quand même après désigner quelqu'un et je suis pas certain que les présidents de Ligue 1 sachent faire. Après, Colas ait recontacté Canal. Moi, je veux bien tout ce qu'on entend autour de Canal en ce moment, mais la vraie question, c'est est-ce que Canal a les sous pour réinvestir dans la Ligue 1? Déjà, ils ont plus de place dans leur grille avec le rugby en prime time le dimanche soir. Ils mettent 480 millions dans les Coupes d'Europe. Je veux dire, le pognon, Canal le fabrique pas, c'est le pognon des abonnés. Donc ça veut dire que si Canal réinvestit dans le foot, il faut qu'ils aient l'assurance de récupérer de nouveaux abonnés. Et bon, s'ils récupèrent, on va dire 1 million d'abonnés en plus, c'est formidable, mais c'est pas ça qui changera leur stabilité financière. Alors il y a d'autres choses, hein, effectivement, avec l'arrêt de C8, Canal va certainement réduire la voilure pour l'investissement pour le cinéma français. Enfin, ça dépend de quel cinéma français on parle déjà. Et d'autres choses. Et puis effectivement, le pognon que coûtait C8 à Canal. Mais en l'état actuel, j'ai du mal à y croire. Ludovic Gavard me dit, on critique beaucoup Dédé à la tête de l'équipe de France, mais va-t-on trouver mieux? Préférez-vous perdre en quart de finale d'une compétition en produisant un jeu séduisant ou gagner la compétition à la Dédé? Moi, c'est toujours ça qui me gêne, c'est ce choix. C'est-à-dire, tu pratiques un jeu séduisant, mais tu perds. Tu peux aussi penser que c'est en pratiquant un jeu séduisant que tu vas gagner des matchs. Peut-être que tu ne gagnerais pas en ayant une tactique plus prudente. Il est évident, ceci dit, que la tactique Deschamps a fait ses preuves. Maintenant, je pense que l'équipe de France, je le pense et je le pensais, que l'équipe de France a les moyens de pratiquer un jeu plus offensif, plus chatoyant et peut-être évidemment plus à risque. Ce sera le choix du nouveau sélectionneur. Arkman07 me dit, est-ce étrange pour vous que Sinner soit suspendu pendant une période où il n'y a pas de grand chelem, qu'il puisse revenir juste au tournoi de Rome? Doit-on s'inquiéter de la crédibilité de l'Agence mondiale antidopage et de la cote de popularité des Sinner, ou c'est un faux débat? Non, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat et ce qui est évident, c'est que ils ont tout faux, quoi. C'est-à-dire, soit Sinner a pris des produits de façon totalement involontaire et ils en ont la preuve, et dans lequel cas, il n'y a aucune raison de le poursuivre, et il aurait dû être purement et simplement blanchi dans cette histoire. Soit il a été dopé et il doit être sanctionné comme quelqu'un de dopé, et pas cette cote mal taillée qui fait finalement plaisir à personne, qui va permettre à Sinner de partir aux Bahamas pendant les tournois un peu à la con. C'est une mauvaise solution. Soit on estime qu'il a rien fait et que ce produit qu'il a pris n'a pas aidé ses performances et surtout qu'il l'a pris à l'insu de son plein gré, selon l'expression consacrée. Soit on pense qu'il s'est dopé, dans ce cas, il faut le sanctionner. Pépito me dit, le PFC qui va jouer à Jean-Bouin, est-ce une bonne chose selon vous? Je pense que c'est une bonne chose de se barrer de Charletti, qui est un mouroir, qui est un stade horrible, avec une piste d'athlétisme, des tribunes loin. C'est pas un atout de jouer dans ce club-là, hein. Jean-Bouin, c'est un chouette petit stade. Le seul écueil, ça va être la pelouse, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un club de rugby résident, le Stade Français, et que le rugby, ça abîme les pelouses. Donc j'espère qu'Antoine Arnaud a prévu un gros budget jardinage pour pouvoir avoir une pelouse digne de ce nom. Mais sinon, je pense que c'est une bonne chose. Et puis le jour où il y aura un derby PFC-PSG, ce sera rigolo d'avoir à traverser la rue. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment deux stades qui sont séparés par une rue. Lichagone me dit, as-tu particulièrement remarqué les entrées de Thiago Almada à Lyon? Il m'a l'air d'être un super joueur de football qui pourrait faire beaucoup de bien pour cette fin de saison.
Ouais, c'est un super joueur. Lui, c'est tout ce que j'aime dans le foot. Une prise de balle avec confiance, un jeu finalement assez simple, assez dépouillé, avec une recherche vers l'avant toujours de bon aloi. Ça me paraît être vraiment une recrue extraordinairement intéressante. Maintenant, est-ce que Lyon pourra le garder à la fin de la saison? Rien n'est moins sûr. Pascal du 82 me dit « Votre ami, voire frère Marc Keller, vous a-t-il dans le passé ou plus récemment peut-être proposé un poste au Racing Club de Strasbourg ?» Non, jamais. Et quand bien même il me le proposerait, je refuserais. D'abord pour une raison très simple, c'est que j'ai fait un choix de vie différent, que j'habite à La Baule, c'est-à-dire à 900 km de Strasbourg, à l'autre bout de la France. Et puis parce que je suis trop ami avec Marc pour travailler avec lui au quotidien. Yvous me dit Kolo Muani, Dembélé, Barcola, Mbappé sont en pleine forme en ce moment. Deschamps aura des problèmes de riches en mars. Pour constituer son groupe, l'équipe de France doit-elle jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3 et quel milieu pour alimenter cette attaque? C'est vrai que le paysage de l'équipe de France a changé par rapport au début de la saison où Dembélé était dans le doute, Mbappé était encore plus que dans le doute, Kolo Muani était même plus remplaçant du remplaçant au PSG. Là maintenant Kolo Muani met des buts et est décisif avec la Juve. Mbappé marque à tous les matchs avec le Real, Dembélé est une machine à marquer, Barcola a des stats énormes, Olise aussi est très performant. Donc effectivement, là il y a des choix multiples en attaque, donc je pense effectivement que Deschamps va jouer avec 3 attaquants, d'autant plus que comme on n'a pas de milieu offensif créateur, on va jouer avec 3 milieux qui pourraient être Camavinga, Rabiot et puis je sais pas, peut-être Tolisso. Gilles Graillot me dit en regardant l'OM contre Saint-Etienne, j'ai trouvé que le jeu de l'OM ressemblait beaucoup à celui du PSG. De Zerbi et Luis Enrique ont-ils d'autres points communs? Pas de vrai numéro 9, une relance à partir du gardien et des milieux créatifs. Rabiot, vs Vitinha, qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr qu'il y a des similitudes. En tout cas, il y a la même approche du football entre De Zerbi et Luis Enrique. Effectivement, l'un comme l'autre n'ont pas une volonté affichée de jouer avec un vrai avant-centre. Effectivement, ça repart de derrière. Parfois, ça ronronne un petit peu aussi au niveau des passes au milieu de terrain. Ça ressemble un peu parfois à du hand. Mais oui, c'est effectivement une bonne remarque. Kéké d'État, on me dit, depuis Corneland est arrivé à Saint-Etienne, la philosophie de jeu est transformée. Mais force est de constater qu'il n'y a plus de victoire. Le coach stéphanois doit-il renier son identité de jeu pour essayer d'être plus pragmatique? Tu sais, je pense que même s'il voulait être pragmatique avec les joueurs qu'il a à sa disposition, ça changerait pas grand-chose. Je pense que l'effectif de Saint-Etienne est dramatiquement faible. Alors c'est vrai que les repreneurs du club l'ont racheté quelques jours avant la montée un peu surprise du club. Alors je veux bien que sur le mercato estival, ils aient un peu bricolé, mais je pensais qu'ils allaient frapper beaucoup plus fort dans ce mercato d'hiver. C'est pas le cas. Je pense que c'est pas les rares recrues qui vont changer quelque chose dans la destinée des Verts, qui me semble quand même être une équipe promise à jouer le maintien jusqu'au bout et en espérant que ce soit suffisant pour pas tomber. Pépito me dit, est-ce que Rennes vous a déçu ou est-ce que c'est Lille qui était trop fort? Je pense que Lille a retrouvé, très bien réagi après sa terrible semaine Dunkerque-Le Havre, et qu'ils ont retrouvé un niveau de jeu très nettement supérieur à celui d'une équipe de Rennes, où il y a quand même, je sais plus combien il y avait de nouveaux au coup d'envoi côté rennais, mais 5 ou 6, donc c'est une équipe nouvelle face à une équipe plus que rodée. Donc déjà, c'est un vrai problème. Et puis, je pense que cette équipe de Rennes, elle est très perfectible. Et je pense surtout qu'elle a un problème assez crucial sur le plan offensif, où finalement, elle dépend beaucoup du rendement de Ludovic Blas. Et je pense que c'est trop de responsabilité pour un joueur de ce niveau. Kéké d'État, on me dit, en ce moment, il y a beaucoup de critiques contre les gens qui ne supportent pas le club de leur ville dans les médias.
Pourtant, ces mêmes médias mettent en avant principalement les gros clubs qui, du coup, seront les plus suivis. N'est-ce pas un peu le serpent qui se mord la queue? Bah, tu sais, je suis bien placé pour le voir avec mes audiences. Hein. Je fais une vidéo sur PSG Brest, j'ai 20 000 vues. Je fais une vidéo sur Monaco Benfica, j'en ai 5 000. Les gens ne s'intéressent qu'au PSG et à Marseille dans leur immense majorité. Pas parce qu'ils sont supporters, mais parce que d'abord, ce sont les clubs qui focalisent le plus l'intérêt des médias. Et puis c'est aussi les clubs que beaucoup aussi détestent et veulent voir perdre. Mais regarder un club en espérant qu'il perde, c'est regarder un club et c'est lui apporter de l'intérêt. Après, je pense que les gens font ce qu'ils veulent. Bon, regarde, j'habite à 900 bornes du club que je supporte. J'ai pas l'impression d'être ni un idiot ni un traître à la nation. Gigi me dit, quel avenir pour Emega en fin de saison? Ne ferait-il pas le bonheur des clubs de première ligue? Oui, mais Emega a été payé 14 millions par Bluco à Strasbourg. Donc, Bluco, qui n'a pas besoin d'argent, ce qui est quand même un luxe assez incroyable par les temps qui courent en France dans le football, ne le vendra pas à moins d'une proposition minimum du double de ce qu'il a investi sur lui, c'est-à-dire 28 millions. 28 millions sur Emega, je pense qu'il y a quand même pas mal de clubs qui vont commencer à prendre leur élan. Et puis voilà, et puis s'ils ont 28 millions pour Emega, eh ben ils recruteront un avant-centre à sa place à Strasbourg en réinvestissant 15 ou 20 millions. Et puis s'ils l'ont pas, bah, il fera une année de plus et puis voilà quoi. Lichagone me dit, tu parles souvent de l'ambiance faussement Jones de DAZN, qui m'a vraiment sauté aux yeux ce week-end. L'impression que les gens ne comprennent pas qu'on aime l'expertise et que si on voulait poser le cerveau, on regarderait les anges à Dubaï. C'est très bon. Ouais. Je l'ai dit depuis la première journée, c'est une souffrance d'écouter cette chaîne. Pas sur les gros matchs, parce que sur les gros matchs, il y a les dispositifs de qualité, avec des gens de qualité, quoi. Comme Julien Brun, Chirou, Smaïl, tout ça va. De toute façon, c'était les mêmes avec DAZN et avec Mediapro et avec Amazon, donc on a l'habitude. Mais le truc, c'est que, voilà, quoi, c'est les petits matchs où... Hier, je regardais évidemment Lens Strasbourg, le mec qui est sur le terrain, il lance le match, il dit 3 conneries dans la première phrase. Après, je suis bien conscient que je ne suis pas le client lambda. Globalement, j'ai pas besoin de leurs commentaires, mais j'imagine que les gens qui payent de l'argent pour voir ce spectacle, c'est compliqué, quoi. Jeff Sensei me dit une question concernant la sanction de Nice de 3 matchs pour la Brigade Sud. Le racisme n'est pas retenu à juste titre, alors pourquoi 3 matchs? Des banderoles un peu agressives et des chants insultants, certes déplorables, sont courants en Ligue 1, qu'en penses-tu? Et c'est toujours pareil, il y a un phénomène de récidive. Je pense qu'il y a effectivement des tribunes en France qui sont plus surveillées que d'autres parce que elles ont un passif déjà important par rapport à la commission de discipline. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas vu de racisme. En plus, je suis bien placé puisque hier, en parlant de Caillot, j'ai fait un tweet en disant les rats quittent le navire et j'ai dû avoir 10 ou 15 tweets où on me disait attention, rats, c'est raciste. Plus que les rats quittent le navire. Pour les gens qui ont un minimum de culture, c'est quand même une vieille expression française qui veut aussi dire quelque chose, hein. C'est que les rats quittaient les navires quand ils étaient en train de couler parce qu'ils aiment pas l'eau, c'est tout. Voilà, maintenant, s'il y a des gens qui font l'amalgame entre rats et racisme, bon, voilà. Effectivement, ça n'a pas été retenu, mais évidemment, là, en ce moment, il y a une mode de vouloir lutter contre les chants homophobes. Bon, voilà. Après, je pense que fermer les tribunes dans un championnat qui a du mal à se vendre, c'est un peu se tirer une balle dans le pied aussi, quand même.